Pour se joindre à la discussion, j'inviterai M. C. Waterhouse, ancien officier de sécurité informatique. Madame Geneviève La Jeunesse, directrice des opérations à Crypto Québec. Monsieur Damien Bancal, journaliste spécialisé en sécurité informatique. Et le modérateur, Monsieur Patrick Mathieu, cofondateur du Hackfest. All right, so it's going to be English et français, so Friendlish. We're going to go over the question we received that we have, and if anyone have question after and if we have time, we're going to go through it. All right. Première question. Quels sont les plans du Canada pour mettre en place une loi stricte et similaire au RGPD qui pénalisera les compagnies qui ne divulguent pas les failles qui contiennent des données de citoyens? What are the Canada's plans to enforce a law similar to GDPR that will penalize companies for not disclosing flaws that contain data from citizens? So we'll start with Karina. Okay, thank you very much. So we have been studying what other countries around the world are doing over the past year, but even before that. And yesterday, I believe it was yesterday, the government announced an update to PIPEDA to ensure that private enterprises have an obligation to inform the public and inform the government when private information has been compromised. And that's kind of the first step that we've taken. But in addition to that, the Minister of Innovation, Science, Economic Development is currently conducting a data and privacy review in Canada. Those consultations are currently ongoing, and we'll hopefully have the outcome of that early in the new year into the spring. But this is something that as a government we are very seized with at the moment, to understand how we can best protect Canadians' data, but also ensure that we're working with the private sector to make sure that they have the tools and the resources that they need to protect the information that they have. So this is an ongoing project, but we are very much looking at what other countries have done, trying to learn from their experiences and provide a made-in-Canada solution. Great, thank you. Steve, any idea on how this can be implemented on your knowledge of government? Well, the first step, bon, on va dire en français, ça va être bien mieux. Vous comprenez le français. La première... Parfait. Bien, on va s'aider comme ça. C'est parfait. C'est parfait. La première étape, c'est vraiment une conscientisation du problème. Présentement, on a un paquet de menaces. Comme la ministre a dit, il y a beaucoup d'acteurs internationaux, autant criminels, autant des États qui veulent venir s'en prendre à notre propriété intellectuelle, premièrement, après ça, à notre mode de vie, à notre façon démocratique de pouvoir faire notre travail puis vivre au jour le jour. Cependant, si chacun d'entre nous, ici dans la salle, on repart avec cette idée-là de protéger, nos PC, nos appareils, surtout la connectivité sans fil, comme ici dans l'hôtel où c'est du n'importe quoi qui circule, où tout le monde se connecte, puis si jamais personne utilise du chiffrement approprié, bien, on peut écouter, on peut consommer l'information que les personnes échangent sans avoir trop de difficultés. Fait que si les gens appliquent une cyberhygiène de base dès chez eux, avec l'usine média, bien, dans la place, le lieu de travail, ça va être capable de se répercuter. Fait que, veux pas, c'est des éléments, ce que j'essaie de dire, c'est des actions de petit niveau, à notre niveau personnel, qui va se refléter après ça à l'entreprise et surtout après ça à la partie gouvernementale. Le gouvernement, ils ont quand même sont un gros joueur sur la scène internationale. Non, il n'y a pas encore de capacité offensive, puis c'est pas une chose qui devrait être la première à considérer. Je travaille sur les comités pour être capable d'amener des gens comme vous autres à faire partie peut-être d'une force de cybercapacité avec les forces canadiennes, puis en collaboration avec le CST, mais c'est encore à l'état embryonnaire. Mais si jamais ça prend forme, tout comme les Five Eyes, les autres pays dans le monde en ont de cybercapacité offensive, je veux dire, c'est pas parce qu'on va en avoir demain matin 200-300 personnes ici au Canada qu'on va faire une différence avec les 150 000 qui sont réguliers dans l'armée chinoise. Fait que c'est là que j'essaie de faire un petit peu le contraste, mais qu'on a besoin quand même de gens qui sont très compétents comme vous autres ici, puis qu'on soit capable à ce moment-là de répondre à la menace, mais surtout à en faire la prévention. Comme a été le mois d'octobre dernier, le mois de
la sensibilisation à la cybersécurité, il faut garder ça en tête, il faut garder en ce moment-là vivant le sujet pour être capable d'amener tous et chacun à protéger le petite information qu'on a, notre information personnelle, mais après ça, aider l'ensemble des acteurs, tout comme on fait ici en fin de semaine. Damien, ton point de vue un peu plus Europe? Oui, et puis ce qui est très intéressant, c'est que moi, je viens un peu dans ce qu'on appelle le concret. Je travaille entre la France et le Canada, par exemple, pour ce genre de fuite de données. Et j'ai pris juste un exemple. Je suis venu avec ma blonde, qui d'ailleurs est à côté d'un bébé, et ça, c'est une mauvaise idée. Mais plus sérieusement, on a fait le tour de la galerie marchande Laurier. On a magasiné, ça c'est un mot qu'elle a appris par cœur, ça je le confirme. Toujours est-il que le nombre de magasins qu'on a pu voir, c'est des mots de passe collés sur les tables, c'est des cartes bancaires qui traînent, ce sont des factures avec des noms. Ça, c'est déjà la base d'une fuite de données. On parle du RGPD, mais ça déjà à faire comprendre, alors, c'est pas péjoratif à ce que je veux dire, mais à la simple caissière que, une fois qu'on a les données personnelles d'un client, même sur papier, on ne le jette pas à la poubelle, mais on le met dans un coin, ou que, moi je l'ai vu avec notre carte bancaire, hein, on a eu encore 2 achats avec un sabot. Je revenais 10 minutes plus tard, je partais avec le papier. J'ai pas la bonne signature, on peut le refaire. Et je ramène une autre carte bancaire. Donc je pense que c'est aussi éduquer papa, maman, papy, maman. Je vois la publicité qui est en ce moment, enfin la publicité c'est en tout cas à propos du cannabis au Canada. Quand je vois les messages qui sont passés, il faudrait un peu la même genre de choses. Alors pas pour le cannabis, hein, attention, soyons pour les enfants, hein, j'entends. Hein. Mais à l'école, avec les instituts, avec les parents, en France, vient de sortir un petit livret qui va être offert à tous les péages. Et c'est quoi? C'est un cahier de vacances où papa, maman, les enfants, papy, mamie, dans la voiture, vont pouvoir parler de cybersécurité. Moi, pour ceux qui écoutent le podcast French Connection, je l'ai passé, hein. Mais plus sérieusement, c'est de dire que la sécurité informatique, c'est quelque chose de complexe, mais qu'on doit tenter de démocratiser un maximum et en parler simplement. Il faut que ça soit l'humain d'abord. Ça, c'est une phrase que j'aime bien, c'est « Ah, on a tous des claviers, hein, on a même des gens qui ne savent même plus taper leur mot de passe. » C'est pour dire. Mais c'est l'humain d'abord. Et la sécurité informatique, parce que moi, je le vois en France et en Europe, vous parlez de RGPD. Alors, deuxième pub. Demain, à 14h30, il y a ma conf sur le RGPD entre la France et le Canada. Je suis à plus de 260 entreprises canadiennes et surtout québécoises, parce que mon anglais il est comme ça, donc je parle que français. Mais plus sérieusement, les 260 entreprises, dont certaines, c'est vraiment ce qu'on appelle du VIP+, n'ont toujours pas corrigé, n'ont toujours pas répondu. Aujourd'hui, il y a peut-être nos données, aussi bons soit-on. Il y a peut-être les données de mes enfants. Je pense à votre bébé, mon épouse. Mais si je t'arrête un petit peu, si on y va au côté... Comment mettre ça en place au niveau du Canada? Est-ce qu'il y a une initiative? Est-ce qu'il y a quelque chose pour dire, monsieur, madame, tout le monde, comment faire la sécurité de base? Parce que le problème en informatique, puis toutes les techniques de hacking qu'on voit au Hackfest, c'est assez avancé. Mais la plupart des attaques, c'est un courriel, un phishing, un mot de passe sur... Social engineering? Oui, social. Est-ce qu'il y a un point de vue au niveau du Canada pour avancer ça? La base pour qu'elle devienne meilleure? Je vais te laisser parler premier et puis je réponds. En fait, le problème, c'est la notion de responsabilité. Dans cette question-là, je vois comment on va rendre ce principe-là de protection des données la responsabilité de quelqu'un. Parce que vous allez dire, bon, dans votre travail en sécurité d'information, vous êtes responsable, puis dans votre vie personnelle, ben, vous êtes responsable de vous comporter de façon intelligente au meilleur de vos connaissances pour pas vous nuire à vous-même. Hein? Puis, normalement, ben, au sens de la loi québécoise, quand on voit quelqu'un qui est en train de se nuire, on est censé lui porter assistance. Et moi, j'ai l'impression qu'on est un peu en mode, il y a un accident d'auto majeur partout autour de nous au niveau de la sécurité d'information parce que les gens ne sont pas trop conscients. Le règlement général sur la protection des données, pour le commun des mortels, pour vos oncles, vos tantes, c'est le truc qui leur dit, acceptez-vous les cookies, oui, non. Puis l'information n'a pas tant circulé. La raison pour laquelle l'information n'a pas tant circulé, c'est que je pense que les gens sont rendus très, très, très cyniques par rapport à ça. Ils se disent, ben oui, une belle loi, c'est le fun, mais Facebook a échappé des millions de comptes, des milliards de points de données, puis il n'y a pas de conséquences. Ils vont en parler dans des comités, puis ça va mourir au feuilleton. Donc, ça prend des gestes concrets pour casser ce cynisme-là, puis ce sont des gestes concrets qu'au-delà de, tu sais, chacun prend sa responsabilité personnelle puis essaie de s'améliorer dans sa gestion de mots de passe, peu importe.
mais il y a un bout où est-ce que ça prend quelqu'un qui tire le train, là. Ça prend des engagements au niveau des législateurs pour dire, bien, nous, on n'accepte plus ça, nous, on calcule que c'est vraiment un problème pour les Canadiens. Puis on a regardé la situation à 360 degrés parce que, bon, quand on a une personne, elle va magasiner, elle vote, elle a un assureur, elle a un dossier à la clinique, son dentiste peut l'identifier s'il meurt. Je veux dire, il y a plein de points de données sur une personne qui existe, puis présentement, c'est pas uniforme à quel point ces données-là doivent être protégées. Mes données bancaires sont beaucoup mieux sécurisées que ce que les partis politiques savent sur moi. Ça, c'est illogique. Micro. Pas micro. Non, mais c'est vraiment intéressant ce que vous disiez. Je vais essayer de le dire en français, sinon je vais changer en anglais. Mais le Suède, par exemple, a fait, avant de son dernière élection, on envoyait une carte postale à chaque citoyen. C'était une carte postale pour les procédures d'urgence, mais ça incluait une attaque cyber et ce que tu devrais faire pour te protéger à toi-même. Alors, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Et c'est quelque chose que nous, comme gouvernement, on se demande qu'est-ce qu'on pourrait faire pour accéder aux Canadiens, pour lui avertir. Et une chose, c'est ce que Stephen avait mentionné l'année dernière, le mois passé, l'octobre, était le mois de protection de cyber, non? Mais et nous avons des campagnes de Get Cyber Safe et tout ça, mais comment est-ce que tu veux vraiment accéder aux Canadiens? Parce que les gens dans cette chambre ici savent que c'était le mois de cybersécurité, mais si tu vas parler avec mon père, il ne savait pas, non? Et c'est aussi des gens qui font des actions qui sont... ils ne pensent pas qu'ils sont mal. Ils ne pensent pas qu'il y a des attaques qui pourraient venir pour infecter leurs ordinateurs ou leur téléphone ou ce que ce soit. Alors, nous sommes en train de penser comment sensibiliser les Canadiens d'une manière plus nationale, puisqu'on peut vraiment accéder aux gens. Mais aussi, c'est la question de la responsabilité, c'est autre chose qui est important. Parce que pour moi, c'est difficile. Ben, on sait qu'une organisation pourrait faire toutes les bonnes actions, pourrait se protéger d'une manière qu'on sait des plus avancées, mais ils sont encore vulnérables et ils pourraient être encore une victime d'une cyberattaque. Alors, est-ce que c'est vraiment de lui punir? C'est une question qu'on devrait demander. Et où la ligne au final? Ouais. Comment on peut punir? Et l'autre chose que j'aimerais mettre sur la table aussi, c'est que nous avons besoin de vos idées. Vous sont les experts, vous sont les gens qui sont sur les lignes frontières, qui voient les attaques chaque jour. Et je sais qu'il y a d'excellentes collaborations avec le CST, avec le CISES et tout ça, mais nous avons besoin de ces idées comme politiciens et comme gens qui font les politiques, parce que, comme j'ai dit au principe, ce n'est pas mon sphère d'expert. Je ne sais seulement ce que je sais à part de vous. Alors, vraiment, ces dialogues sont tellement importants pour nous, comme politiciens, comme les gens qui font les nouveaux politiques. Parfait. Steve, dernier point rapide? Oui, certainement. Je vais tout de suite apporter une suggestion, Mme Good. Et ce sont vraiment les hauts fonctionnaires qui, présentement, c'est le goulot d'étranglement entre l'innovation et l'adaptation à la menace. 2 fois, je me suis entretenu avec des sous-ministres adjoints à la sécurité publique, juste dans le cas d'Ashley Madison. Et comment est-ce que, après enquête, tout ce qu'il y en a résulté, une fois que c'est une enquête bilatérale d'ailleurs qui a été faite avec l'Australie, ben, c'est tout simplement un slap on the wrist, donc une tape sur les doigts qu'ils ont reçu, cette compagnie-là. On n'en sait pas plus s'ils ont actualisé davantage le mécanisme de protection d'information. Donc, comme on disait tout à l'heure, il y a un cynisme qui s'installe par rapport à ces résultats-là qui vont nulle part. Mais une première suggestion que j'aurais à vous faire, c'est que le gouvernement impose à ce moment-là qu'il y a un contrôle de qualité supérieur avec le matériel et le logiciel qui est développé. Autrement dit, on a tous acheté nos lumières d'Halloween qu'on vient de remiser, on met ça avec les lumières de Noël. Il y a tout un CSA, Seal of Approval, autrement dit, un testing électrique qui est fait sur le matériel électrique qui est utilisé. Et si jamais il n'y a pas ce saut-là, je crois qu'il ne peut pas être vendu sur les tablettes. Alors, pourquoi qu'on n'a pas un programme de conformité similaire envers du logiciel, envers du
un hardware qui pourrait à ce moment-là faire un petit peu mieux état de la sécurité qu'on appose. Je sais que c'est quand même un très lointain but parce que c'est quand même des gros manufacturiers, mais si on regarde dans l'actualité aujourd'hui, les manufacturiers sont de plus en plus sensibles à ne pas avoir la première page sur le hack. Eux autres vont à ce moment-là avoir contribué à être responsables et à ce moment-là, si on les amène, un peu comme RGPD, si on les amène à ce moment-là à se dévoiler puis s'engager, bien, je crois qu'on va gagner déjà une première bataille dans cette guerre-là. Merci. Passons au prochain point. Comment gérer les fausses nouvelles ainsi que toute forme de manipulation sans compromettre sur le principe de la liberté d'expression? How to handle fake news as well as any form of manipulation without compromise of the principle of freedom of expression? This is a hard one. Who want to start? Geneviève? OK, oui. En fait, ma première réflexion par rapport à ça, c'est que, bon, ce qu'on parle de phénomène des fausses nouvelles ou des nouvelles qui sont amplifiées par des méthodes plus ou moins transparentes, de notre point de vue, qu'on comprend comment ça se diffuse, on se dit, bon, ben, c'est évident que c'est pas si... on entend parler des opérations russes, puis en fait, on se dit, bon, ça, c'est 10 gars autour d'une table qui ont fait ça une journée, puis là, les médias partent en peur avec ça. Mais du point de vue des gens qui sont moins techniques, là, les gens ne sont pas dupes, hein, ils savent, ils voient ces nouvelles-là arriver, ils se disent, ben c'est quelqu'un qui a fait ça, ça m'a pas trop l'air légitime, mais je suis quand même d'accord avec une partie de ça, où ça me fait réagir un petit peu. Je pense que c'est ça qui est super dangereux présentement dans le type de réponse que je vois par rapport à ça, c'est qu'on perd la notion d'humanité dans nos réactions, on se dit, ça c'est faux, fait que ça ne devrait pas exister. C'est la différence du fait avec ton opinion, finalement. Là. Tandis que, oui, il y a des espèces de fables sociales qu'on voit, là, la dernière, je pense, sur Jack Meeting, qui serait recherché dans je ne sais pas combien de pays. Il faut être à l'écoute de ça, de se dire, il y a quelque chose là, du fait que ça fasse réagir. C'est ce phénomène-là qui doit nous intéresser. Le phénomène des fausses nouvelles, est-ce qu'on va dire aux plateformes, vous devez censurer le contenu? Moi, j'y crois pas trop, honnêtement. Parce qu'est-ce qui va arriver la journée où est-ce que vous avez une super bonne idée, puis vous avez une façon qui est programmatique de l'amplifier, puis là, la plateforme va vous dire, ben ça marche pas, ça, on va la censurer. Puis il y a eu plein de cas de ça où est-ce que, exemple, récemment, là, la semaine dernière, il y avait un article sur la famine au Yémen, puis il y a une photo d'une enfant qui avait pas de chandail, puis là, ben ça a été bloqué par Facebook parce que c'était de la nudité, comme si c'était de la pédopornographie. Ça paraît super mal, puis on réagit quand ça paraît mal dans les médias pour les plateformes, mais je pense qu'il faut plus s'interroger sur est-ce qu'on est capable de simplement marquer, de rendre plus visible que ce contenu-là, ben il y a une authenticité un peu poète-poète. Et l'autre chose qu'il faut savoir, c'est que même si on fait ça, les gens ils vont les partager, ces nouvelles-là. Le nombre de fois où les gens vont partager des articles où ils n'ont pas lu l'article, la majorité des gens font ça, là. Peut-être que vous ne le faites pas parce que vous êtes une personne qui a l'attention aux détails, mais ça, c'est parce qu'on est des professionnels de la sécurité. Le monde ordinaire font comme Jack Meeting, recherché, je ne savais pas ça, partagé. Donc, il y a un problème là. Donc, il y a la question de la liberté d'expression, mais aussi la question de comment on ne perd pas le dialogue, comment on n'isole pas les gens dans des espèces de bulles, où est-ce que là, après, la personne qui a partagé ça, là, je vous dis, sur YouTube, vous êtes toujours à 2 vidéos de tomber sur un truc, je nommerai rien, là, je vais l'amplifier juste par... en tout cas, bref, ces algorithmes-là isolent les gens dans des bulles où est-ce que tout d'un coup, ils se mettent à considérer des idées qui leur ressemblent pas. Puis la réaction des gens face à ça leur fait sentir qu'il n'y a plus personne qui les reconnaît non plus comme étant une personne raisonnable. Fait que, oui, je pense que les plateformes ont un travail à faire de dire, bon, c'est sûr que Totally Real News Website from St. John's, New Brunswick.com, c'est probablement pas un site légitime, puis de le marquer. Mais au-delà de ça, je pense qu'on doit se doter d'une résilience sociale. Je pense qu'il faut parler de ça, il faut parler à notre mononcle qui a partagé une nouvelle sur Jack Meeting puis dire, tu sais, je comprends que tu ne veux pas voter NPD, mais ça, c'est faux, puis quand tu le partages, le monde, il ne lise pas plus l'article que toi. Damien? D'y avoir ces conversations-là. C'est le gros problème. Hein, nous, en France, on parle énormément de fake news, mais je ne sais pas si vous avez vu aussi, c'est que la grande majorité des fake news, de ces fausses nouvelles, sont diffusées aussi par des ados qui veulent s'amuser. Vous avez vu cette fake news
de ces jeunes qui ont diffusé sur 4 chaînes le fait de dire « diffusons ce signe en photo, ça fait white power ». À la base, c'était du troll, c'était juste pour s'amuser. Je trouve pas ça drôle, hein, je vais être très clair avec vous. Le problème, c'est que d'une sale blague, ça s'est transformé en message politique, au point qu'on voit maintenant dans les médias, qu'ils soient européens ou américains, des gars, tout doucement, derrière la caméra, commencer à faire ce signe. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a oublié, c'est que l'Internet, c'est le grand village planétaire. On nous l'a vendu comme ça depuis 30 ans. Dans le village planétaire, il y a les idiots du village. Et ils se retrouvent. Et donc, du coup, c'est clairement de l'éducation, et c'est aussi, mais il ne faut pas l'oublier, c'est que les fake news, comme on dit en France, c'est du putaclic. C'est aussi pour inciter les gens à cliquer sur des sites internet qui font quoi? De la page vue. Il est là le gros problème. Donc c'est une énorme boule de neige qui, pour moi, est inhérente. On ne peut pas l'arrêter. Il ne faut surtout pas la censurer. Tout à l'heure, en joke, on disait il faut arrêter tous les réseaux sociaux. Mais non, vous allez faire comment sur Tinder? Madame Gunn, un point? Oui, j'ai beaucoup à dire sur ce sujet. You can go English if you But want. this is the most difficult issue that we have to deal with in a sense because there's absolutely, in my opinion, no role for government to say what is good or bad news because then you get into dictatorship, right? We have to be careful on that. But one of the things that we have put forward in our most recent I'm speaking franglais aussi, project of law, piece of legislation, is to have some clearer markers for the Elections Canada and our commissioner to actually go after fake news, in a sense. So previously, you weren't allowed to make false statements. Well, that's pretty difficult to go after. So in this updated Elections Act proposal that we have in front of the Parliament right now, we say, well, you can't say things that can be proven to be wrong. So if someone comes out and says, Karina Gould has a criminal record for X and Y, well, you can actually go and see that I do not have a criminal record for X and Y. So trying to make it very clear so that they can go after those kinds of things that are patently false. The other thing is, similar to what you were talking about, is not necessarily stopping the spread of fake news because people are going to share what they're going to share and that's their right to do that and express themselves, but to clearly indicate where that information is coming from. And so in this piece of legislation, if you are doing political advertising, for example, you have to have a tagline that says who is paying for it. And then you have to have a public registry of those ads. So people can go and identify where is this information coming from and how can I see what other ads have been targeted by these individuals. So to try and provide Canadians the information and the tools to make informed decisions about the information that's coming at them. We have to also inform them of what these new tools are so that they know about them and that they can check. But Ben Scott, who works at the Omidyar network, and he's very into this, has a really good way of talking about the dissemination of and the prevalence of fake news. He talks about how 15, 20 years ago, you would walk into a newsstand and you had these really clear markers about where information was coming from. And you knew that if you read the Globe and Mail and La Presse, that you were probably getting very accurate journalistic standards. But if you picked up Mad Magazine, that was satirical, right? Or you picked up The Onion and that was satirical. But those same people who are used to that kind of newsstand now are on Facebook or Twitter, and they don't have those clear markers to indicate where good or false information is coming from. And so particularly, and this might not come as a surprise, baby boomers are the biggest sharers of fake news, right? And so, but if you think about it's that they were the kind of last generation to walk into that newsstand, right? And not have these indicators. So younger people, as you mentioned, are kind of sharing for fun because they're like, this is silly and ridiculous and we don't actually believe it, but look at how crazy this is. But then they share it with their parents who go, oh my God, a shark fell into Dallas, Texas, right? During the tornado or the hurricane, right? That's so crazy. And then all of a sudden that becomes a thing.
And so we really have to have like a public education conversation about this, and to ensure that platforms, which will be part of this law if it's passed by the Senate, are making sure that they're providing those good information and those tags for people so that they can identify where information is coming from. They may still share it, they may still believe it, but at least they will have access to the background to be able to understand it. And then we also need to keep having these conversations. One thing that I'm most preoccupied about as Minister of Democratic Institutions is that during an election, everything becomes fake news, right? That people just, and I don't mean that in that like there's a whole bunch of bad information that's out there, but anything that a political individual or entity doesn't like, they just say, well, that's fake news. And I think we have to be really careful not to go down that path, because we need to ensure that we're still having a really robust dialogue and being able to accept criticism as well. Steve? À travers tout ce que les collègues y disent et tout ce que vous vivez, ce que vous lisez, ce que je me rends compte, puis je vais vous parler d'un point de vue professionnel, c'est l'absence du gros bon sens, l'absence de common sense. Parce que, sur Facebook, je m'en suis un spécialiste de repartir des affaires comme ça, le Revoir, le Journal de Montréal, puis des choses comme ça. C'est vraiment satirique au point de dire, ça amène un sourire dans le visage des gens qui sont capables de faire la différence entre la vraie nouvelle et après ça, quelque chose qu'on peut en rire. Parce que quand je me préparais pour aller en Bosnie en début des années 2000, on se préparait à travailler avec des éléments comme se préparer à faire de la désinformation. Ça s'appelle dans le jargon militaire des opérations d'information. Ça veut dire que l'élément militaire envers peu importe où ce qui s'en va, puis faire changer l'opinion publique, faire changer le message, va utiliser les systèmes informatiques, va utiliser les médias et faire passer le message, que ce soit des tracts publicitaires, que ce soit vraiment des annonces à la télévision polarisées, comme on a vu aux États-Unis, que ça a été même dit que c'était bon à travers un autre État. C'est des choses que, ce qui me fait rire, et même ça m'attriste aujourd'hui, que c'était dans un contexte très, très, très précis. Tu sais, on disait avant ça que là, c'est le 100e anniversaire de la fin de la Première Guerre cette année. Bien, que ça se passait dans des lointaines contrées de la France, d'Europe. Ici, au Canada, on n'a jamais vécu ça. Mais là, tout d'un coup, on arrive où ce que là, la bataille, ça s'en vient chez nous. Puis la bataille, c'est une bataille de l'information. Fait que c'est là que je vous dis que de ramener un peu de bon jugement va faire en sorte qu'immédiatement, quelqu'un va pouvoir dire, ben voyons donc, c'est impossible. Ou, encore là, avec le prince nigérien, quand c'est trop beau pour être vrai, c'est probablement pas vrai. Fait que c'est là que il n'y a personne qui va vous... Encore là, qui d'entre vous autres sont contents que Microsoft les ait appelés pour qu'ils puissent déboguer le système? Hey, ça, là, moi aussi, je suis heureux. J'ai aucun système Microsoft chez nous, puis ils m'appellent pareil. Fait que c'est là que, oups, il y a peut-être quelque chose qui manque dans l'équation. Mais ça vient encore là, l'idée, combien j'en ai qui m'appellent, que nous appellent par semaine, par mois, qui disent « Hey, regarde, je me suis fait appeler, j'ai fait ça. » Non, OK, regarde, je vais t'expliquer qu'est-ce qu'il y en est, puis je vais t'expliquer qu'il faut que tu fasses maintenant, là, pour pas que tu attendes. Tu sais, quelqu'un qui va porter son cellulaire, se faire réparer, puis là, tout d'un coup, donnez-moi votre numéro de IEMI de votre cellulaire. C'est pourquoi? C'est pour la garantie. Non, c'est pas pour la garantie. Fait que des choses comme ça, il faut qu'on se sensibilise davantage et qu'on prenne conscience de l'impact de l'information qu'on donne et surtout, après ça, en faire le tri puis juste y réfléchir pour qu'après ça, on s'informe aux bonnes sources et comme après ça, on peut ramener les institutions à ce qu'ils soient véridiques, bien ça, c'est d'une façon qu'on pourrait s'informer aux bonnes places puis ramener aussi la discussion, qu'elle soit bien. Et moi, je serais d'accord, Patrick, à ce qu'on ramène aussi les discussions du perron d'église le dimanche matin. C'est comme ça qu'on atterrait les rumeurs puis en même temps, on en partait d'autres. C'était bien plus fun dans ce temps-là. And if I can just add on to that, because one thing that I didn't mention, but was with regards to foreign interference as well and fake news. And I think it's, we have to draw a clear distinction between, what a Canadian citizen says and believes and, shares versus, an actual disinformation or misinformation campaign that's coming from, could be the Russians, could be someone else, and making sure that we have the laws in place that enable us to protect against that. And so one of the things in this new update to the Canada Elections Act is to prohibit social media platforms from accepting political advertising from foreign sources. Seems like something that, should be pretty easy to do, but
it's one of those things that it gets back to the responsibility as well, and what responsibilities do these new social media platforms have with regards to information. And going back to my earlier example of the social media platforms don't like to consider themselves as publishers. They consider themselves as information highways, right? But when you get into the algorithm, they are controlling what people are seeing, and they are making decisions. And even if it's not, you know, an individual human saying, you know, Karina Gould is going to see X, Y, and Z, individual humans contributed to the decisions in the algorithm that are enabling me to see the things that I'm seeing on social media. And so this is a conversation that I think we need to have, not just amongst people in the know, but amongst Canadians in general, about how we want to manage our information as we move into a world that is more online and more digital, and as we're seeing a crisis in journalism in this country as well. Thanks a lot. For our last question, we're talking about information war, technically. So considering everything that is law enforcement, police, that want to have more powers, and when we talk about CSEC, CSIS, and other things, of the use of IM size catcher, surveillance, all those things, how do you plan to protect anonymity of citizens and keeping security in place too? Okay. You're getting a little outside of my sphere right now. Okay. But I think what is always the ultimate objective for the government of Canada is to protect Canadians, right? And that is what is most important for us. But I'm not sure that I could comment specifically on this because I don't know enough about the issue. Mais je le ferai parce que la première étape, lorsque vous percevez des événements, des actions comme ça qui n'ont pas de l'air correct, c'est de les rapporter. Rapporter au service de l'ordre. Mais si c'est eux autres qui sont en problème, il y a des moyens à ce moment-là de faire de la déontologie. Donc, de rapporter les actions policières qui sont incorrectes, premièrement. Puis, deuxièmement, ces gens-là qui sont élus, où on va porter notre vote dans la boîte, ils servent à quelque chose. Ils ne servent pas juste à venir présenter des belles paroles. Ils sont des gens qui vont prendre des dossiers en délibéré, puis après ça, si vous amenez évidemment un dossier qui est structuré, à ce moment-là, ils vont le prendre et ils vont l'amener après ça, puis en parler avec leurs collègues qui sont justement directement responsables. Ça fait 2 dossiers que je traite de même, un provincial, l'autre au fédéral, où je vais voir le député directement, puis avec le député, là, on l'adresse le sujet, puis il faut que les choses changent, mais il faut qu'ils changent de la bonne façon. Parce que sinon, ça vient retourner sur les médias sociaux puis bitcher à propos de ça, c'est certain, ça mène nulle part. Puis déjà, des assemblées de village, combien de fois je vois les co-citoyens, ça déambule, sont 1000 sur la page Facebook de la municipalité, puis quand ils se présentent, quand on va à ce moment-là à l'assemblée du mardi soir, qui est là? Toujours les mêmes 3, juste pour en ce moment-là, encore là, par habitude, puis à ce moment-là, on est les 3 qu'on veut faire changer les choses. Fait que, encore là, il faut de l'engagement sérieux, puis c'est envers les institutions, malheureusement ou heureusement, qu'on est pris avec, mais on va les utiliser de la façon qu'ils sont là. Mais sinon, si on laisse les choses aller, c'est certain que ça ne changera pas. Mais ce que j'entends là-dessus, un petit peu avant, Geneviève, c'est la grosse différence entre ce que le public ici du Hackfest et le gouvernement font, puis la communication entre les deux. Je pense qu'on a un gros clash, puis on est extrêmement content que vous êtes là aujourd'hui, puis je pense qu'il faut commencer à se parler plus pour mettre ça en place, que ce soit pour dénoncer des choses, que ce soit pour ce qu'on parlait tantôt, pour la réglementation que les entreprises divulguent les attaques, qu'on soit au courant, parce que si tout est gardé dans le noir, comme un peu dans les dernières années, tout ce qui est gouvernement militaire est 100% gardé de votre côté, que ce soit pour protéger les systèmes, la démocratie ou autre. Tous les experts dans la salle peuvent aider d'un certain point, puis je pense qu'on n'est pas invité encore à participer. Je sais que le CST est présente aujourd'hui ici, oui. Alors bien sûr, d'avoir les conversations avec eux, pour tout ce que je sais des gens là, ils sont très ouverts à parler avec les gens d'industrie, de la société civile. Et c'est ça qui est important, comme vous disiez, oui. On a besoin de cette collaboration et cette communication entre le gouvernement, la société civile, l'entreprise,
puisqu'on pourrait protéger ce qui est le plus important pour nous autres, c'est que la démocratie, la libre expression et tous les droits que nous avons ici au Canada. Alors, cette collaboration et cette communication, c'est vraiment, vraiment important. Excellent. Geneviève, je vais aller super brièvement. Vous savez, c'est mon dada, là, je ne vais pas passer 4 heures sur la question des capacités d'enquête puis comment on les gère, mais je pense qu'un problème qu'on a par rapport à toutes les données qui sont générées par des enquêtes, que ce soit pour la sécurité nationale ou des enquêtes au niveau criminel, c'est que, de un, il y a beaucoup de mains qui touchent à ces processus-là. Donc, il va y avoir des agences d'investigation privées, il va y avoir la police, il va y avoir l'armée, il va y avoir les services de renseignement. Mais on n'a pas encore assez de mains, il n'y a pas encore assez de gens, ou les processus ne sont pas encore assez matures pour avoir vraiment comme ce qu'on appelle le fameux segregation of duties, là, qu'on sait que la personne qui génère la donnée ne la suit pas à travers tout son petit chemin, puis elle n'est pas capable de désanonymiser des gens, qu'on ne donne pas des pouvoirs à des espèces de gens qui sont un peu dans l'ombre, mais qui ont beaucoup trop de visibilité sur des données confidentielles. Il y a des... Donc, je pense qu'il y a un travail à faire à ce niveau-là qui est fait dans certaines industries, puis qu'on devrait le faire avec les données d'enquête, parce que j'ai l'impression parfois qu'on va essayer de développer une capacité en achetant un produit d'une entreprise spécialisée. On va augmenter exponentiellement, exemple, une capacité forensique par rapport aux appareils cellulaires, là, que ce soit avec les IMSI catchers ou peu importe. Mais après, les données qui sont générées par ça, qu'est-ce qui arrive? Parce que qu'on ait besoin de ces données-là parce qu'on ne va pas mettre 16 personnes sur une filature, je peux comprendre. Mais il faut que ça soit fait d'une façon où est-ce qu'on protège l'intégrité du processus. Moi, c'est ça qui m'inquiète. C'est pas tant qu'on utilise des méthodes différentes pour faire les enquêtes. Toutes les scènes de crime, aujourd'hui, c'est des scènes de crime technologiques. Tout le monde a un cellulaire. Il y a toujours un angle. Mais qu'est-ce qu'on fait avec ça après? Puis comment on s'assure que on n'a pas la machine à voyager dans le temps, là, fait que dans 10 ans d'ici, qu'on ne se ramasse pas avec un problème parce qu'il y a des données qui ont été générées, qui ressortent puis qui servent à fausser un contexte. Madame Gould, un dernier mot avant qu'on se quitte. Bon, merci beaucoup de m'avoir. Merci pour les excellentes perspectives et idées que vous avez partagées aujourd'hui. Et j'ai hâte de parler avec les participants si vous avez des autres idées ou vous avez des questions. Mais je suis tellement contente que vous, comme communauté, on un panel sur ce sujet parce que c'est quoi qui est plus important pour nous autres que la démocratie? C'est vraiment tout ce que nous avons dans ce pays, c'est grâce aux droits et aux libertés que nous avons dans notre charte et comme communauté. Alors, c'est une question qui va être plus et plus relevante de comment nous protégeons la démocratie et comment nous pouvons encourager la démocratie dans une vie plus digitale, plus numérique. Et l'autre chose que je voudrais dire, c'est que on ne veut pas arrêter le processus de développement ni les innovations qui ensuite au monde numérique, mais comment est-ce qu'on pourrait assurer que les mêmes droits et les mêmes libertés, nous avons accès à ces choses-là quand nous allons avancer de manière rapide dans cet espace. Alors, merci beaucoup pour m'avoir aujourd'hui. Et félicitations. Merci tout le monde.